Mon mariage a été détruit par la fille de mon mari, mais j'ai découvert que son ex l'avait manipulé pour faire cela. La fille de mon mari s'est levée pendant notre cérémonie de mariage et m'a traité d'intéressée devant tous nos invités. J'ai ensuite découvert que l'ex-petite amie toxique de mon mari l'avait manipulé pour ruiner notre mariage. Moi, femme de 32 ans, je viens de me marier avec mon merveilleux mari John, qui est veuf. John a perdu sa défunte épouse, Lily, il y a 7 ans, victime d'un cancer, et il a une fille, Emily, de ce mariage. Je suis entrée dans la vie de John environ 4 ans après la mort de Lily. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans et nous nous sommes fiancés l'année dernière. Pendant toute notre relation, je savais qu'Emily avait des sentiments mitigés concernant le fait que son père recommence à sortir avec quelqu'un, ce que je comprenais, étant donné les circonstances de la perte de sa mère. Mais j'ai vraiment essayé d'être patiente et gentille avec Emily. Je n'ai jamais voulu remplacer sa mère. J'espérais seulement qu'avec le temps, nous puissions au moins être cordiales ou même amies. À mesure que le mariage approchait, le comportement d'Emily devenait de plus en plus froid et instable envers moi. Quand John lui a annoncé nos fiançailles, elle a quitté la pièce sans dire un mot. Plus tard, elle m'a confrontée en privé, m'accusant d'être une intéressée qui ne voulait que l'argent de son père. J'étais choquée. Je n'avais jamais rien demandé de matériel à John, et nous travaillons tous les deux. J'ai ma propre carrière. J'ai essayé de la rassurer, en disant que j'aimais son père et que je n'étais pas là pour lui prendre quoi que ce soit. John a aussi parlé avec elle, essayant de calmer ses inquiétudes. Elle n'a jamais semblé convaincue. Nous nous attendions à quelques gênes au mariage, mais nous n'avons jamais imaginé l'attitude extrême qu'elle adopterait. Notre mariage devait être une cérémonie petite mais belle, organisée dans un jardin botanique local. Nous avions environ 50 invités, des amis proches et de la famille. Emily était invitée, bien sûr, et John espérait que sa fille unique nous soutiendrait lors de notre grand jour. Malgré ses objections au mariage, elle est venue avec un petit ami, Marc, âgé de 25 ans. J'étais même un peu soulagée quand je l'ai vue sur place, pensant que cela pourrait signifier qu'elle avait décidé de mettre ses sentiments de côté pour le bien de son père. Malheureusement, ce n'était pas le cas. La cérémonie a commencé comme prévu. J'ai marché vers l'autel, John me regardait radieux, et Emily était assise au premier rang, du côté du marié. J'ai remarqué qu'elle semblait tendue et me lançait des regards foudroyants. Mais j'ai essayé de me concentrer sur John et les vœux que nous étions sur le point d'échanger. Nous étions au milieu des vœux quand c'est arrivé. Soudain, Emily s'est levée de son siège. Au début, j'ai pensé qu'elle se sentait mal ou quelque chose comme ça. Mais alors elle a parlé, interrompant l'officiant et John. Au milieu du vœu, elle a dit « Je m'oppose à cette farce de mariage ». L'officiant était surpris et a essayé d'intervenir, disant que c'était un moment totalement inapproprié. Mais Emily s'en fichait. Elle s'est tournée vers tous nos invités et a commencé un discours. Emily a crié que j'étais une salope manipulatrice et intéressée qui ouvre les jambes pour n'importe qui. Elle a affirmé que j'utilisais le pauvre père veuf juste pour l'argent et que j'essayais de l'écarter de sa vie et de son héritage. Il y a eu un souffle audible de l'assistance. Mon visage était en feu. J'étais mortifiée et complètement prise au dépourvu. John semblait avoir reçu une gifle. Il a essayé de la faire arrêter, criant « Emily, ça suffit ». Mais elle a simplement parlé par-dessus lui, la voix hystérique. Pendant que les agents de sécurité et le frère de John, qui avait couru jusque-là, s'approchaient pour intervenir, Emily a donné le coup final. Elle a crié que nous tous manquions de respect et décevions la défunte mère en permettant que ce mariage ait lieu, et que sa mère aurait eu honte de nous tous pour ne pas avoir protégé John de moi. À ce moment-là, les agents de sécurité tenaient déjà ses bras. Emily se débattait et criait pendant qu'il la traînait hors de la zone de cérémonie. Elle criait après moi, après son père, après quiconque voulait l'entendre, accusant essentiellement tous d'entre nous de trahir la mémoire de sa mère. C'était une scène digne d'un cauchemar. Certains invités ont essayé de la calmer ou de discuter avec elle pendant qu'elle était emmenée, mais elle était au-delà de toute raison à ce moment-là. Finalement, elle a été complètement retirée du lieu. Je tremblais. Je n'avais jamais été la cible de tant de venin, surtout en public, dans ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie. Après qu'Emily ait été retirée, il y a eu une longue pause embarrassante. J'étais au bord des larmes, et John semblait absolument dévasté et furieux en même temps. L'officiant a demandé doucement si nous voulions continuer. Nous le voulions. C'était surréaliste. Mais après avoir respiré profondément pendant 1 minute, John a serré mes mains et nous avons fait signe à l'officiant de continuer la cérémonie. Abasourdis, nous avons réussi à terminer les vœux et à échanger les alliances. Nous étions officiellement mariés,
bien que l'atmosphère joyeuse que nous espérions était évidemment détruite. Beaucoup d'invités semblaient encore en état de choc, mais nous ont gentiment donné des sourires chaleureux et ont applaudi quand nous nous sommes embrassés pour sceller le mariage. À la petite réception qui a suivi, tout le monde ne parlait que de ce qui venait de se passer. C'était inévitable. Une explosion comme celle-là était tout à quoi quiconque pouvait penser. Certains membres de la famille de John se sont excusés auprès de moi à plusieurs reprises, disant qu'ils ne s'attendaient jamais à ce qu'Emily fasse quelque chose d'aussi horrible. Certains parents de John, qui étaient proches de la défunte épouse Lily, étaient particulièrement contrariés. Pas avec nous, mais avec Emily pour avoir invoqué la mémoire de Lily d'une manière si malveillante. J'ai entendu dire que certains amis de John sont même partis voir comment allait Emily après qu'elle ait été emmenée. Mais elle avait déjà quitté les lieux. Une personne qui n'est pas apparue à la réception était le petit ami d'Emily, Mark. J'ai appris plus tard que Mark était parti discrètement peu après qu'Emily ait été retirée. Apparemment, il était mortifié par son comportement. Selon un des cousins de John, qui lui avait brièvement parlé quand il partait, Mark a dit qu'il n'avait aucune idée qu'Emily planifiait quelque chose comme ça et ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'assister. Nous ne le savions pas à l'époque, mais cela était essentiellement la fin de la relation d'Emily avec Mark. Il a rompu avec elle le même jour à cause de la scène qu'elle avait faite ce soir-là. Emily ? Après que tous les invités soient partis et que nous soyons finalement seuls, John et moi nous sommes simplement assis dans notre salon dans un silence lourd. Il a mis sa tête entre ses mains et a continué à s'excuser auprès de moi, disant qu'il était désolé que notre jour de mariage ait été gâché. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était de sa faute et que j'étais plus inquiète pour lui. Je pouvais voir qu'il avait le cœur brisé et était en colère en même temps. Nous avons parlé tard dans la nuit, essayant de comprendre comment les choses avaient autant déraillé. John était particulièrement rongé par la culpabilité, se demandant s'il avait échoué comme père à un moment donné pour qu'Emily fasse quelque chose comme ça. J'ai essayé de le réconforter, lui rappelant qu'Emily était adulte et avait fait ses propres choix. Nous sommes allés nous coucher épuisés, émotionnellement drainés et sans savoir comment avancer avec Emily après cela. John et moi sommes restés seuls pour traiter ce qui s'était passé, essentiellement par nous-mêmes, après que le jour du mariage se soit terminé. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'Emily cette nuit-là ni le jour suivant. Honnêtement, aucun de nous n'était prêt à lui parler de toute façon. J'essayais d'être solidaire et de ne pas laisser ma propre blessure se transformer en plus de division entre eux. Néanmoins, j'étais furieuse et profondément blessée par ses actions et ses paroles. 2 jours après le mariage, Emily est apparue chez nous sans prévenir. Il était déjà tard quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Emily debout à notre porte avec les yeux gonflés et une expression visiblement nerveuse. Son visage semblait pâle et abattu, comme si elle n'avait pas dormi. Elle était seule. J'ai appelé John et il est venu à la porte avec moi. Emily a immédiatement commencé à pleurer, suppliant que nous, s'il vous plaît, la laissions rentrer à la maison. Elle a dit que Mark avait rompu avec elle juste après la confusion au mariage et l'avait expulsée de l'appartement qu'ils partageaient. Maintenant elle n'avait nulle part où aller. Elle pleurait, s'excusant de manière indirecte, bien que sans dire clairement qu'elle était désolée pour l'incident au mariage, et continuait à supplier de pouvoir rester à la maison. J'étais encore sous le choc qu'elle apparaisse ainsi et j'ai laissé John conduire la réponse. Il était ferme et froid. Je pouvais voir qu'il retenait beaucoup d'émotions. Il a demandé comment elle pouvait penser que nous l'accueillerions simplement à bras ouverts après ce qu'elle avait fait et dit. À ce moment-là, Emily a commencé à pleurer encore plus et a alors lâché quelque chose qui, honnêtement, nous a laissés sans voix. Emily a allégué qu'elle n'avait pas voulu dire quoi que ce soit de ce qu'elle avait dit au mariage, que c'était quelque chose qu'elle avait fait par audace. Selon elle, Janie, l'ex-petite amie de John d'il y a quelques années, était celle qui l'avait convaincue de faire cela. Janie aurait été responsable de la convaincre d'organiser cette scène comme une sorte de blague ou de défi. C'était l'idée de Janie. Elle m'a défié de le faire parce qu'elle pensait que ce serait drôle ou que cela prouverait un point ou quelque chose comme ça. John est devenu rouge de colère et j'ai pu voir la veine à sa tempe saillir. Il ne supporte pas Janie. Leur rupture avait été chaotique et la dernière chose qu'il voulait était que cette femme se mêle à nouveau de sa vie. J'étais complètement abasourdie d'entendre le nom de Janie. Cette femme avait été un véritable cauchemar dans la vie de John il y a quelques années, bien avant que j'apparaisse. Ils étaient sortis ensemble pendant environ 8 mois, mais c'était une relation extrêmement toxique et manipulatrice. Janie était possessive, contrôlante et faisait constamment du chantage émotionnel. John m'avait raconté comment elle essayait de l'isoler de ses amis et de sa famille, et comment elle était allée jusqu'à menacer de se faire du mal quand il avait essayé de terminer la relation la première fois.
Ce qui me révoltait le plus était de savoir que Janie n'avait jamais vraiment surmonté la rupture. Même après toutes ces années, elle essayait encore de trouver des moyens de s'immiscer dans la vie de John. Je savais qu'elle avait essayé de le contacter plusieurs fois pendant notre relation, toujours avec des excuses bidons sur le besoin de parler ou clarifier des choses du passé. John bloquait toujours ses tentatives immédiatement, mais maintenant découvrir qu'elle avait manipulé Emily, une jeune vulnérable qui gérait encore la perte de sa mère, me rendait absolument furieuse. Emily a continué à pleurer à notre porte, essayant d'expliquer comment tout s'était passé. Apparemment, Janie avait obtenu le numéro de téléphone d'Emily par une connaissance commune et avait commencé à la contacter environ 2 mois avant notre mariage. Au début, Janie s'était présentée comme quelqu'un qui se souciait de John et voulait le protéger des gens qui pourraient lui faire du mal. Elle avait dit à Emily qu'elle avait de l'expérience avec des femmes comme moi, qui savaient exactement comment manipuler les hommes veufs et vulnérables. Ce qui me dégoûtait le plus était de découvrir à quel point Janie avait été calculatrice et cruelle dans sa manipulation. Elle n'avait pas seulement planté des graines de doute dans l'esprit d'Emily sur mes intentions, mais avait aussi exploité spécifiquement la douleur de la fille pour la perte de sa mère. Janie avait dit à Emily que les femmes comme moi étaient des prédatrices qui cherchaient des hommes veufs parce qu'elle savait qu'ils étaient émotionnellement fragilisés et qu'il serait plus facile de les contrôler. Emily, entre les sanglots, a raconté que Janie avait peint un scénario terrible où j'essayais supposément d'effacer la mémoire de Lily et de prendre sa place non seulement dans le cœur de John, mais aussi en ce qui concerne l'héritage et les biens de la famille. Janie avait convaincu Emily que j'éloignais lentement John d'elle et qu'après le mariage, je ferais tout pour qu'il coupe le contact avec sa fille pour que je puisse avoir John rien que pour moi. La manipulation était si sordide que Janie était allée jusqu'à inventer de fausses preuves. Elle avait montré à Emily de prétendus messages textes qui auraient été envoyés par moi, parlant mal d'Emily et disant qu'elle était un obstacle dans notre relation. Bien sûr, ces messages étaient complètement fabriqués, mais Emily, déjà émotionnellement ébranlée par la perspective du mariage de son père, avait cru tout. Ce qui me révoltait le plus était de découvrir que Janie ne s'était pas arrêtée là. Elle avait convaincu Emily que ruiner le mariage serait un acte d'amour pour protéger son père. Janie avait dit que si Emily ne faisait rien, elle perdrait John pour toujours, et que j'arriverais finalement à le monter contre sa propre fille. Elle avait peint le scénario comme si Emily était la seule personne qui pouvait sauver John de moi. John tremblait visiblement de colère pendant qu'Emily racontait tout cela. Je pouvais voir qu'il luttait pour ne pas exploser, mais sa voix était glaciale quand il a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'Emily avait été si naïve au point de croire Janie, une personne qu'elle ne connaissait même pas bien. Il a rappelé à Emily comment Janie avait été toxique et manipulatrice avec lui, et comment elle n'avait jamais montré d'intérêt véritable pour le bien-être des autres. Emily a insisté qu'elle avait réalisé qu'elle avait commis une erreur terrible dès qu'elle avait vu le visage dévasté de son père pendant la cérémonie. Elle a dit qu'au moment où les mots étaient sortis de sa bouche, elle avait su qu'elle avait été manipulée, mais qu'il était déjà trop tard. La réaction de choc et de douleur de John, et la façon dont tous les invités l'avaient regardée avec horreur, avait fait réaliser à Emily qu'elle avait été utilisée comme un outil dans la vengeance de Janie. Ce qui me rendait encore plus furieuse était de découvrir que Janie avait promis à Emily qu'elle serait là pour la soutenir après que tout soit terminé. Janie avait dit qu'après que le mariage soit ruiné, elle aiderait Emily à reconstruire la relation avec John, mais sans moi dans l'équation. Bien sûr, dès qu'Emily avait rempli le rôle de marionnette de Janie, elle avait simplement disparu, laissant la fille gérer seule les conséquences dévastatrices de ses actions. Mark, le petit ami d'Emily, avait été complètement horrifié par la scène. Emily a raconté, entre les larmes, qu'il avait dit qu'il n'arrivait même pas à la regarder après ce qu'il avait assisté. Il a dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'Emily puisse être si cruelle et irrespectueuse, surtout dans un moment aussi important et solennel qu'un mariage. Mark avait rompu avec elle cette même nuit, disant qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un capable de tant de méchanceté et qu'il était gêné d'avoir été associé à cette situation. Emily était maintenant complètement seule, sans petit ami, sans endroit où vivre, et ayant détruit la relation avec le seul parent qui lui restait. Elle suppliait que nous la pardonnions, disant qu'elle avait été idiote de croire Janie et qu'elle ne ferait plus jamais quelque chose comme ça. Mais je pouvais voir que, malgré les larmes et les excuses, Emily n'assumait toujours pas complètement la responsabilité de ses choix. John est resté silencieux pendant longtemps, luttant clairement avec des émotions conflictuelles. D'un côté, Emily était sa fille unique, et il l'aimait profondément. De l'autre côté, ce qu'elle avait fait n'était pas seulement une erreur juvénile, ça avait été une attaque calculée et publique contre ma réputation et notre mariage, orchestrée par une personne que John méprisait profondément. J'étais partagée entre la compassion pour Emily, qui avait clairement été manipulée par une personne experte en jeux mentaux, et la colère pour la destruction de notre jour de mariage et l'humiliation publique que j'avais subie.
De plus, j'étais furieuse contre Janie, qui avait utilisé une jeune vulnérable comme arme dans sa vengeance contre John pour avoir continué sa vie. Le silence à la porte de notre maison était tendu et lourd. Emily continuait à pleurer, attendant une sorte de réponse, pendant que John et moi essayions de traiter non seulement les révélations sur l'implication de Janie, mais aussi de décider comment gérer la situation. Il était évident qu'Emily était véritablement repentante, mais le mal était fait, et les blessures étaient encore trop ouvertes et douloureuses pour nous tous. Je regardais John et vis qu'il luttait avec un mélange de colère, déception et amour paternel. Ses mains étaient fermées en poing à côté de son corps, et je pouvais voir qu'il essayait de décider entre l'instinct de protéger sa fille et le besoin d'établir des conséquences sérieuses pour ce qui s'était passé. Emily restait debout à notre porte, tremblant non seulement de froid, mais clairement de nervosité et de peur du rejet. Finalement, John respira profondément et dit que nous devions entrer et parler correctement de tout cela, mais que cela ne signifiait pas qu'Emily était automatiquement pardonnée ou que les choses reviendraient à la normale. Il a clairement dit que la situation était extrêmement grave et qu'il y aurait des conséquences sérieuses. Emily a hoché la tête désespérément, clairement soulagée de ne pas avoir la porte claquée au nez, mais encore visiblement terrifiée de ce qui allait suivre. Nous nous sommes assis dans le salon, et j'ai délibérément choisi une chaise séparée du canapé où John et Emily se sont assis. J'avais besoin d'espace physique pour traiter tout cela, et honnêtement, j'étais encore trop blessée pour m'asseoir près d'Emily comme si nous étions une famille heureuse. John a remarqué mon choix et m'a donné un regard compréhensif, respectant mon besoin de distance. Emily a commencé à raconter plus de détails sur comment Janie l'avait manipulée. Apparemment, Janie avait fait une recherche complète sur moi, découvrant des détails sur mon travail, ma famille, et même sur les relations précédentes. Elle avait déformé des informations complètement innocentes pour créer un récit sinistre sur mes supposées intentions. Par exemple, Janie avait découvert que j'avais un ex-petit ami qui était plus âgé et financièrement bien établi, et avait utilisé cela comme preuve que j'avais un modèle de poursuite d'hommes pour l'argent. Ce qui me révoltait le plus était de découvrir que Janie avait même créé de multiples faux profils sur les réseaux sociaux spécifiquement pour me surveiller et collecter des informations sur ma vie. Elle utilisait ces comptes pour se connecter avec des connaissances distantes et poser des questions désinvoltes sur moi qui semblaient innocentes individuellement, mais qui ensemble créaient un profil détaillé de ma vie personnelle et professionnelle. Emily a admis qu'elle avait commencé à questionner certaines des choses que Janie disait, surtout quand Janie a suggéré qu'elle devrait faire quelque chose de dramatique pour interrompre le mariage. Emily a dit qu'elle avait initialement rejeté l'idée, disant que ce serait trop cruel et qu'elle ne voulait pas blesser son père. Mais Janie avait été persistante, argumentant que parfois il est nécessaire d'être cruel pour être gentil et qu'Emily regretterait pour le reste de sa vie si elle ne faisait rien pour sauver son père. La manipulation de Janie avait été si subtile et progressive qu'Emily n'avait même pas réalisé comment elle était lavée de cerveau. Janie avait commencé avec de petites suggestions et doutes, plantant des graines qui avaient grandi au cours de semaines. Elle avait étudié la psychologie manipulatrice et savait exactement comment exploiter les insécurités et peurs d'Emily de perdre son père et de trahir la mémoire de sa mère. John a interrompu Emily pour demander pourquoi elle n'avait pas parlé avec lui de ses préoccupations au lieu de croire une étrangère. Emily a baissé la tête et a admis que Janie l'avait convaincue que John était sous mon charme et qu'il ne serait pas capable de voir la vérité sur moi. Janie avait dit que les hommes amoureux, surtout les veufs nécessiteux, étaient facilement aveugles aux vraies intentions des femmes manipulatrices. Ce qui me rendait encore plus furieuse était de découvrir que Janie avait utilisé la mémoire de Lily, la défunte épouse de John, comme arme dans sa manipulation. Elle avait dit à Emily que Lily se retournerait dans sa tombe si elle savait que John se mariait avec moi, et qu'Emily avait la responsabilité d'honorer sa mère en empêchant que cela arrive. Janie avait peint toute la situation comme si c'était une question de loyauté envers la mémoire de Lily. Emily a pleuré encore plus quand elle a raconté cette partie, disant que l'idée de trahir sa mère avait été ce qui l'avait finalement convaincue de faire cette scène horrible au mariage. Elle a dit que Janie l'avait fait croire qu'interrompre le mariage serait un acte d'amour tant pour son père que pour la mémoire de sa mère. John luttait visiblement pour contrôler sa colère. Il a dit qu'il était furieux non seulement contre Emily, mais surtout contre Janie pour avoir utilisé la mémoire de Lily de cette façon si méprisable. Il a expliqué à Emily que Lily n'aurait jamais voulu qu'il reste seul pour toujours, et qu'elle-même avait parlé avec lui de trouver l'amour à nouveau quand ils avaient su qu'elle mourrait. À ce moment, Emily m'a regardé pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et je pouvais voir qu'elle était véritablement honteuse et repentante. Elle a commencé à s'excuser directement auprès de moi, disant qu'elle savait que ses paroles au mariage avaient été horribles et complètement fausses. Elle a admis que même au summum de sa colère et confusion, elle savait que je n'avais jamais été autre chose que gentille et respectueuse avec elle. Mais j'étais encore trop blessée pour accepter facilement les excuses.
J'ai dit à Émilie qu'elle m'avait humiliée publiquement devant tous nos amis et familles, et que ses paroles avaient causé un dommage qui serait difficile à réparer. J'ai expliqué que peu importe si elle avait été manipulée, elle était adulte et avait choisi de croire des mensonges sur moi sans même essayer de vérifier la vérité ou de me parler directement. Émilie a accepté qu'elle avait été lâche et immature, mais a continué à supplier pour une chance de réparer les choses. Elle a dit qu'elle était prête à faire n'importe quoi pour réparer le dommage, incluant contacter tous les invités du mariage pour expliquer la vérité sur ce qui s'était passé et s'excuser publiquement. John est resté silencieux pendant longtemps, réfléchissant clairement à ses options. Finalement, il a dit qu'Émilie pourrait rester dans la chambre d'invités pendant quelques nuits pendant qu'elle cherchait un autre endroit où vivre, mais que cela ne signifiait pas que les choses reviendraient à la normale entre eux. Il a clairement dit qu'Émilie avait brisé sa confiance d'une façon très profonde et qu'il faudrait beaucoup de temps pour reconstruire leur relation. J'ai accepté la décision de John, mais j'ai clairement dit qu'Émilie devrait gagner mon pardon et ma confiance par des actions, pas seulement des mots. J'ai dit que j'attendais qu'elle prenne des mesures concrètes pour réparer le dommage qu'elle avait causé, et qu'elle devrait prouver qu'elle comprenait vraiment la gravité de ce qu'elle avait fait. Émilie a hoché la tête vigoureusement, promettant qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire. Mais je pouvais voir qu'il y avait encore un long chemin devant nous tous. La manipulation de Janie avait causé des dommages profonds non seulement à notre mariage, mais aussi à la relation entre John et Émilie. Et je savais que Janie était probablement quelque part en train de se délecter du chaos qu'elle avait causé, complètement épargnée par les conséquences dévastatrices de ses actions. Dans les jours qui ont suivi, la tension à la maison était presque palpable. Émilie faisait clairement un effort pour se comporter de manière exemplaire, elle aidait avec les tâches ménagères sans qu'on le lui demande, parlait d'un ton respectueux et restait discrète, mais je pouvais encore sentir le poids de l'embarras et de la culpabilité qui émanait d'elle. John était visiblement partagé entre sa colère justifiée et son amour paternel, ce qui créait une atmosphère étrange où nous marchions tous sur des œufs. Émilie a commencé à tenir sa promesse de réparer les dommages en contactant les invités de notre mariage. Elle a passé des heures au téléphone et à écrire des messages, expliquant la situation et s'excusant profusément pour ce qui s'était passé. C'était douloureux d'entendre certaines de ces conversations, surtout quand elle devait expliquer répétitivement comment elle avait été manipulée et comment ses accusations contre moi étaient complètement fausses. Certains parents et amis ont été compréhensifs, surtout ceux qui connaissaient la nature manipulatrice de Janie. Mais d'autres étaient clairement choqués et déçus d'Émilie. J'ai entendu une conversation particulièrement difficile qu'elle a eue avec la sœur de Lily, qui a dit être profondément blessée qu'Émilie ait utilisé la mémoire de Lily de manière si cruelle et erronée. Cette conversation a laissé Émilie pleurer pendant des heures. Ce qui me perturbait le plus était de découvrir progressivement l'étendue de la campagne de manipulation de Janie. Émilie nous a raconté que Janie avait créé un dossier entier sur moi, complet avec des photos, des informations personnelles et des interprétations déformées d'événements complètement normaux de ma vie. Janie avait même suivi certains de mes anciens collègues de travail sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver une preuve de comportement inapproprié. John était encore plus furieux quand Émilie a révélé que Janie avait suggéré qu'elle enregistre secrètement des conversations avec moi pour capturer des preuves de ma supposée nature manipulatrice. Émilie a dit qu'elle avait refusé de faire cela parce que cela semblait trop invasif, mais le fait que Janie ait suggéré quelque chose de si sordide montrait jusqu'où elle était prête à aller pour me nuire. Pendant une conversation particulièrement intense, Émilie a admis qu'elle avait commencé à questionner les motivations de Janie dans les dernières semaines avant le mariage. Elle a dit que Janie semblait étrangement animée à la perspective de ruiner notre grand jour, et que ses suggestions devenaient de plus en plus extrêmes et vindicatives. Émilie a dit qu'elle aurait dû réaliser que Janie était plus intéressée à causer du mal qu'à vraiment protéger John. John a décidé qu'il était temps de confronter Janie directement. Il a obtenu son numéro de téléphone par des connaissances mutuelles et l'a appelé en notre présence. La conversation était tendue et révélatrice. Janie a initialement essayé de nier toute implication, mais quand elle a été confrontée aux détails spécifiques qu'Émilie avait fournis, elle a changé de tactique. Au lieu de montrer des remords, Janie est devenue défensive et même fière de ce qu'elle avait fait. Elle a dit que John méritait de connaître la vérité sur moi et qu'elle ne faisait que protéger un vieil ami de commettre une erreur terrible. Quand John a dit que toutes les accusations contre moi étaient fausses, Janie a répondu en disant qu'il était trop aveuglé par le sexe et la solitude pour voir qui j'étais vraiment. La conversation a dégénéré rapidement quand Janie a commencé à faire des insinuations encore plus méprisables sur moi et notre relation. John a finalement raccroché quand elle a commencé à utiliser un langage explicitement vulgaire pour me décrire. Il tremblait de colère et a dit qu'il regrettait de ne pas avoir pris de mesures légales contre elle il y a des années quand elle avait menacé de se faire du mal pour le manipuler. Émilie était visiblement choquée d'entendre la vraie personnalité de Janie révélée pendant l'appel.
Elle a dit que Janie s'était présentée comme une personne préoccupée et rationnelle, mais pendant la conversation téléphonique, il était clair qu'elle était instable et malveillante. Emily semblait enfin comprendre complètement comment elle avait été utilisée comme pion dans le jeu malade de vengeance de Janie. Quelques jours plus tard, nous avons découvert que Janie avait essayé de contacter d'autres membres de la famille de John, apparemment essayant de répandre plus de mensonges sur moi et notre mariage. La sœur de John nous a appelés pour dire que Janie avait essayé de la convaincre que J isolait John de la famille et qu'il devrait intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement, la sœur de John connaissait bien la nature toxique de Janie et nous a immédiatement raconté la tentative de manipulation. John était absolument furieux de découvrir que Janie essayait d'empoisonner d'autres membres de la famille contre moi. Il a dit que cela dépassait toute limite acceptable et qu'il ne permettrait pas qu'elle continue à essayer de détruire notre vie et nos relations. John a commencé à considérer sérieusement demander une ordonnance restrictive contre Janie pour l'empêcher de contacter notre famille. Emily était visiblement perturbée de réaliser qu'elle n'avait été que la première cible dans la campagne plus large de Janie pour détruire notre mariage. Elle a dit qu'elle se sentait encore plus coupable d'avoir été si facilement manipulée, mais aussi soulagée de voir enfin Janie pour ce qu'elle était vraiment, une personne dangereuse et obsessionnelle qui n'acceptait pas que John ait continué sa vie. La situation est devenue encore plus compliquée quand nous avons découvert que Janie avait commencé à répandre des rumeurs sur notre mariage sur les réseaux sociaux. Certaines connaissances ont commencé à nous poser des questions étranges basées sur des informations déformées qui venaient clairement de Janie. John était inquiet que cela puisse affecter nos carrières professionnelles si les rumeurs se répandaient dans nos environnements de travail. Emily s'est offerte pour confronter Janie publiquement et clarifier la vérité, mais John et moi avons pensé que cela pourrait seulement escalader la situation et donner plus d'attention aux mensonges de Janie. Au lieu de cela, nous avons décidé de documenter soigneusement toutes les tentatives de Janie de nous nuire, au cas où nous aurions besoin de prendre des mesures légales à l'avenir. Le stress de gérer la campagne continue de Janie nous affectait clairement tous. John avait des difficultés à dormir et était constamment inquiet de ce que serait son prochain mouvement. Emily était consumée par la culpabilité et la peur que ses actions aient donné à Janie encore plus de munitions pour nous attaquer. Et je luttais avec des sentiments de colère, de violation de la vie privée et d'inquiétude sur comment tout cela affecterait notre avenir en tant que famille. Ce qui m'inquiétait le plus était la possibilité que Janie ne s'arrête jamais. Elle avait clairement une obsession maladive avec John et était prête à aller à des extrêmes dangereux pour essayer de détruire notre bonheur. J'ai commencé à me demander s'il serait sûr pour nous de continuer à vivre normalement pendant qu'elle était là-bas, planifiant sa prochaine attaque. La situation est devenue encore plus perturbante quand nous avons commencé à recevoir des appels étranges à la maison. Initialement, nous pensions que c'était des farces aléatoires, mais nous avons vite réalisé que quelqu'un appelait à des heures spécifiques, toujours tard le soir ou très tôt le matin, clairement essayant de nous perturber. Quand nous répondions, la personne de l'autre côté restait silencieuse pendant quelques secondes avant de raccrocher. John a immédiatement suspecté que c'était Janie, surtout après qu'Emily ait mentionné que Janie avait demandé nos horaires et routines pendant leur conversation manipulatrice. Les appels sont devenus plus fréquents et ont commencé à affecter sérieusement notre sommeil et notre tranquillité d'esprit. John a décidé d'installer un identificateur d'appels et nous avons découvert que beaucoup des appels venaient de numéros bloqués ou de téléphones publics différents dans la ville. Cela a confirmé nos soupçons que quelqu'un essayait délibérément de nous harceler, et la nature calculée des horaires des appels suggérait que c'était quelqu'un qui connaissait nos habitudes. Emily était encore plus ébranlée quand elle a réalisé que ses conversations avec Janie avaient fourni des informations qui étaient maintenant utilisées contre nous. Elle se souvenait d'avoir mentionné négligemment à Janie que John allait toujours se coucher tôt parce qu'il se levait très tôt pour le travail, et que j'avais l'habitude de rester éveillée plus tard en regardant la télévision. Janie utilisait clairement ces informations pour choisir les moments les plus perturbants pour faire les appels. La paranoïa a commencé à s'installer quand nous avons remarqué une voiture étrange garée dans notre rue plusieurs fois pendant la semaine. C'était toujours la même voiture grise, et bien que nous n'ayons jamais pu voir clairement qui était à l'intérieur, sa présence répétée était inquiétante. John a commencé à noter la plaque et les heures où la voiture apparaissait, créant un registre au cas où nous aurions besoin de contacter la police. Emily s'est offerte pour enquêter, disant qu'elle pourrait peut-être découvrir plus sur les plans de Janie en la contactant à nouveau et en prétendant qu'elle était encore de son côté. Mais John et moi avons rejeté cette idée immédiatement, inquiets que cela puisse mettre Emily en danger ou donner à Janie encore plus d'opportunités de manipulation. Nous avions déjà vu à quel point Janie était persuasive et dangereuse, et nous ne voulions pas exposer Emily à plus de dommages psychologiques. La tension à la maison affectait tous les aspects de notre vie. John regardait constamment par-dessus son épaule, vérifiant obsessionnellement les portes et fenêtres avant de dormir.
J'ai commencé à éviter de sortir seule, surtout le soir, par peur de rencontrer Janie ou quiconque nous surveillait. Émilie était consumée par la culpabilité, se blâmant d'avoir donné à Janie les outils pour nous tourmenter de cette façon. Les choses ont escaladé quand nous sommes arrivés à la maison un jour et avons trouvé notre boîte aux lettres vandalisée. Quelqu'un avait répandu des ordures partout dans notre jardin de devant et avait gribouillé des mots offensants sur notre boîte aux lettres avec un marqueur permanent. Les mots étaient clairement dirigés vers moi, m'appelant « salope intéressée » et d'autres termes dépréciatifs qui faisaient écho aux accusations qu'Émilie avait criées pendant notre mariage. John était absolument furieux et a immédiatement appelé la police pour signaler le vandalisme. Quand les officiers sont arrivés, nous avons expliqué toute la situation avec Janie et montré le registre des appels de harcèlement et des observations de la voiture suspecte. Les policiers étaient sympathiques, mais ont dit qu'il serait difficile de prouver que Janie était derrière les incidents sans preuve directe ou témoin. Émilie était dévastée de voir les mots offensants gribouillés sur notre propriété, sachant que c'était l'écho des choses horribles qu'elle avait dites sur moi au mariage. Elle a pleuré en s'excusant répétitivement, disant qu'elle se sentait responsable d'avoir donné à Janie le langage et les accusations qui étaient maintenant utilisées pour nous tourmenter. J'ai essayé de la consoler, expliquant que la faute était entièrement celle de Janie, mais je pouvais voir qu'Émilie portait un poids énorme de culpabilité. John a décidé qu'il était temps de prendre des mesures plus sérieuses. Il a contacté un avocat spécialisé dans le harcèlement et a commencé le processus pour demander une ordonnance restrictive contre Janie. L'avocat a dit que nous avions un cas solide, considérant le modèle de comportement manipulateur, les appels de harcèlement et le vandalisme. Il a recommandé que nous documentions tout méticuleusement et considérions installer des caméras de sécurité autour de la propriété. La perspective d'une bataille légale prolongée était décourageante, mais nous sentions que nous n'avions pas le choix. Janie n'allait clairement pas s'arrêter d'elle-même, et ses comportements devenaient de plus en plus invasifs et perturbants. John était particulièrement inquiet qu'elle puisse escalader vers des comportements encore plus dangereux si elle n'était pas arrêtée légalement. Émilie s'est offerte pour témoigner contre Janie dans le processus légal, admettant qu'elle avait initialement hésité parce qu'elle se sentait gênée d'avoir été manipulée. Mais maintenant, voyant les dommages continus que Janie causait, elle était déterminée à faire tout ce qui était nécessaire pour aider à nous protéger. Elle a commencé à écrire un compte-rendu détaillé de toutes ses interactions avec Janie, incluant les tactiques spécifiques de manipulation que Janie avait utilisées. Pendant ce temps, notre vie quotidienne continuait d'être affectée par la sensation constante d'être surveillée et harcelée. J'ai commencé à faire des cauchemars sur la confusion au mariage et sur Janie apparaissant chez nous. John avait des difficultés à se concentrer au travail, constamment inquiet de notre sécurité. Notre période de lune de miel comme nouveau mariés était complètement détruite par la campagne malveillante d'une ex-petite amie obsessionnelle. L'avocat nous a conseillé de garder un registre photographique de tout vandalisme supplémentaire et d'installer un système d'enregistrement pour les appels téléphoniques. Il a aussi suggéré que nous considérions changer nos numéros de téléphone et peut-être même considérer déménager temporairement si le harcèlement continuait. L'idée de devoir changer complètement notre vie à cause des actions de Janie était révoltante, mais nous avons commencé à considérer sérieusement ces options. Émilie était déterminée à aider de toute façon possible, s'offrant pour payer les coûts légaux avec ses économies comme forme de réparation pour le rôle qu'elle avait joué involontairement en permettant à Janie d'avoir des informations sur nous. Bien que nous apprécions le geste, John a dit que ce n'était pas sa responsabilité de payer pour les crimes de Janie, mais son offre montrait à quel point elle était véritablement repentante. La situation testait non seulement notre mariage, mais aussi notre capacité à pardonner et à avancer comme famille. Chaque jour apportait de nouvelles inquiétudes sur ce que Janie pourrait faire ensuite, et la sensation constante de vulnérabilité commençait à affecter notre santé mentale et notre relation. La situation a pris un tournant encore plus sinistre quand Émilie a reçu un appel inattendu de Marc, son ex-petite amie qui avait rompu avec elle après la confusion au mariage. Marc semblait nerveux et a dit qu'il avait besoin de nous parler urgemment de quelque chose lié à Janie. Il a demandé de nous rencontrer dans un lieu public, disant qu'il ne se sentait pas en sécurité de parler de cela par téléphone. Nous avons rencontré Marc dans un café au centre-ville le jour suivant. Il semblait visiblement ébranlé et regardait constamment par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à être suivi. Marc a commencé en expliquant qu'il avait décidé de nous chercher parce que sa conscience ne le laissait pas en paix après avoir découvert des informations perturbantes sur Janie. Marc a raconté qu'après avoir rompu avec Émilie, il était devenu curieux de savoir qui était cette Janie qui avait manipulé son ex-petite amie de manière si convaincante. Il avait commencé à faire quelques enquêtes discrètes par des connaissances mutuelles et avait découvert que Janie avait un historique beaucoup plus préoccupant que n'importe lequel d'entre nous n'imaginait. Apparemment, elle avait fait cela avant avec d'autres ex-petits amis.
Selon Marc, Janie avait harcelé au moins 2 autres ex-petits amis de manière similaire après les ruptures des relations. L'un d'eux avait obtenu une ordonnance restrictive contre elle il y a quelques années après qu'elle ait commencé à apparaître sur son lieu de travail et à répandre des rumeurs malveillantes sur sa nouvelle petite amie. L'autre ex avait déménagé de ville spécifiquement pour échapper à son harcèlement constant. Le plus perturbant était que Marc avait découvert que Janie maintenait apparemment des dossiers détaillés sur tous ses ex-petits amis et leurs nouvelles partenaires. Elle collectait des informations obsessionnellement, incluant des photos, adresses, informations sur le travail, et même des détails sur les membres de la famille et amis. Marc a dit qu'une connaissance avait vu certains de ces dossiers et les avait décrits comme complètement psychotiques dans leur étendue et détail. Émilie était visiblement perturbée d'entendre cela, réalisant qu'elle n'avait été qu'un outil dans un modèle beaucoup plus large de comportement obsessionnel et vindicatif. Marc a continué en expliquant que Janie avait apparemment une obsession particulière pour détruire le bonheur de ses ex-petits amis, surtout s'il trouvait des relations sérieuses et stables après elle. John a demandé à Marc pourquoi il nous racontait tout cela maintenant, et Marc a expliqué qu'il avait hésité initialement parce qu'il ne voulait pas s'impliquer davantage dans la situation. Mais ces dernières semaines, il avait lui-même commencé à recevoir des appels étranges et avait remarqué la même voiture grise que nous avions vue garée près de sa maison aussi. Marc suspectait que Janie le visait maintenant parce qu'il avait été témoin de la scène au mariage et pourrait contredire de futurs mensonges qu'elle inventerait. Marc a aussi révélé quelque chose qui nous a glacé le sang, il avait découvert par une source que Janie collectait apparemment des informations sur mon lieu de travail et ma routine quotidienne. Elle avait fait des questions désinvoltes à des connaissances mutuelles sur où je travaillais, à quelles heures j'arrivais et partais, et si j'avais l'habitude de déjeuner seul ou avec des collègues. L'implication qu'elle planifiait potentiellement une sorte de confrontation directe avec moi au travail était terrifiante. Je me suis sentie physiquement malade d'entendre cela. L'idée que Janie me suivait de manière si systématique et invasive m'a fait réaliser que la situation était beaucoup plus dangereuse que je n'avais imaginé. John a immédiatement dit que je devrais informer mon patron de la situation et peut-être considérer des mesures de sécurité supplémentaires au travail. Marc a continué à partager des informations perturbantes. Il a dit qu'il avait découvert que Janie avait apparemment créé de multiples faux comptes sur les réseaux sociaux spécifiquement pour me surveiller et collecter des informations sur ma vie. Elle utilisait ces comptes pour se connecter avec des connaissances distantes et poser des questions désinvoltes sur moi qui semblaient innocentes individuellement, mais qui ensemble créaient un profil détaillé de ma vie personnelle et professionnelle. Le plus effrayant était que Marc avait découvert que Janie planifiait apparemment une sorte d'exposition publique sur moi. Elle avait mentionné à une connaissance qu'elle rassemblait des preuves qui allaient montrer à tous qui j'étais vraiment. Marc n'avait pas de détails spécifiques sur ce que cela signifiait. Mais l'implication était que Janie planifiait une sorte de campagne diffamatoire à grande échelle. Émilie pleurait à ce point, répétant qu'elle se sentait responsable d'avoir donné à Janie l'inspiration et les outils initiaux pour cette campagne de terreur. Elle a dit qu'elle n'avait jamais imaginé que ses actions au mariage ne seraient que le début de quelque chose de beaucoup plus grand et plus sinistre. Marc a essayé de la consoler, disant que Janie aurait trouvé un moyen d'attaquer notre bonheur de toute façon, même sans l'implication d'Émilie. John luttait visiblement pour contrôler sa colère. Il a dit qu'il se sentait impuissant sachant que Janie était là-bas planifiant des moyens de nous nuire, mais sans pouvoir faire grand-chose pour se protéger jusqu'à ce qu'elle fasse vraiment quelque chose d'illégal. Le processus d'ordonnance restrictive avançait lentement, et notre sensation de vulnérabilité grandissait chaque jour. Marc a alors partagé l'information la plus perturbante de toutes. Il a dit qu'il avait découvert que Janie n'agissait apparemment pas complètement seule. Elle avait trouvé au moins une autre personne qui était prête à l'aider dans ses activités de harcèlement et surveillance. Marc ne savait pas qui était cette personne ou quelle était exactement son implication, mais l'idée que Janie avait d'un complice rendait la situation exponentiellement plus dangereuse. La révélation qu'il y avait possiblement plus de personnes impliquées dans le harcèlement nous a tous laissés en état de choc. John a immédiatement dit que nous devions accélérer le processus légal et considérer sérieusement des mesures de protection plus extrêmes. La possibilité que de multiples personnes coordonnent des efforts pour nous nuire était une perspective terrifiante. Marc s'est offert pour témoigner en notre faveur dans le processus légal et pour partager tout ce qu'il avait découvert sur l'historique de Janie avec les autorités. Il a dit qu'il se sentait obligé d'aider, surtout après avoir vu comment Émilie avait été manipulée et utilisée comme pion dans le jeu malade de Janie. Il a aussi admis qu'il était inquiet pour sa propre sécurité et voulait que Janie soit arrêtée avant qu'elle n'escalade vers des comportements encore plus dangereux. Nous sommes sortis de la rencontre avec Marc en nous sentant encore plus vulnérables et terrifiés, mais aussi avec une compréhension plus claire de l'étendue de la menace que nous affrontions. Il était évident que Janie n'était pas seulement une ex-petite amie amère, mais une personne véritablement instable et dangereuse avec un historique de comportement obsessionnel et vindicatif.
La situation avait clairement escaladé bien au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer quand Emily était d'abord apparue à notre porte cette nuit-là. Après la rencontre avec Mark, John et moi avons pris la décision d'agir de manière plus agressive contre Janie. Nous ne pouvions plus simplement espérer qu'elle s'arrête d'elle-même ou compter seulement sur le système légal lent pour nous protéger. John a contacté un enquêteur privé recommandé par notre avocat, un ancien policier appelé détective Rivera qui avait de l'expérience dans les cas de harcèlement et de poursuite. Rivera a immédiatement commencé à rassembler des preuves contre Janie et son supposé complice. En seulement une semaine, il avait confirmé beaucoup de ce que Mark nous avait dit et découvert encore plus d'informations perturbantes. Rivera a découvert que Janie avait loué un appartement temporaire à seulement 3 pâtés de maison de chez nous spécifiquement pour nous surveiller de plus près. Elle avait utilisé un faux nom dans le contrat de location, mais Rivera avait réussi à la tracer par des registres financiers. Ce qui nous a le plus choqué était de découvrir que Janie avait installé de petites caméras à plusieurs points autour de notre quartier pour surveiller nos mouvements. Rivera a trouvé au moins 4 dispositifs de surveillance cachés dans des poteaux d'éclairage et des arbres sur les routes que nous utilisions régulièrement pour aller au travail. L'étendue de la surveillance était beaucoup plus invasive que n'importe lequel d'entre nous n'avait imaginé. Rivera a aussi identifié le complice de Janie, une femme appelée Sandra qui avait été colocataire de Janie à l'université et partageait apparemment ses tendances obsessionnelles. Sandra avait son propre historique de comportement de harcèlement avec des ex-petits amis et avait été arrêtée précédemment pour harcèlement. Les 2 femmes s'étaient reconnectées récemment et Janie avait convaincu Sandra de l'aider à se venger de John pour l'avoir rejeté et humilié. Avec ces preuves solides en main, notre avocat a réussi à accélérer drastiquement le processus légal. Non seulement nous avons obtenu une ordonnance restrictive contre Janie, mais aussi contre Sandra. De plus, les preuves de surveillance illégale et d'installation de dispositifs d'espionnage ont résulté en accusations criminelles contre les 2 femmes. Emily a été fondamentale dans le processus légal, fournissant un témoignage détaillé sur comment Janie l'avait manipulée et révélant des conversations spécifiques qui démontraient la préméditation des actions de Janie. Son témoignage était particulièrement puissant parce qu'il montrait clairement comment Janie avait utilisé une jeune vulnérable comme arme dans sa campagne de vengeance. Mark a aussi témoigné, partageant tout ce qu'il avait découvert sur l'historique de Janie et fournissant des preuves qu'elle avait essayé de recruter d'autres personnes pour aider dans ses activités de harcèlement. Son témoignage a aidé à établir un modèle de comportement qui a rendu le cas contre Janie beaucoup plus fort. Le revirement le plus satisfaisant est venu quand Rivera a découvert que Janie avait commis plusieurs crimes fédéraux pendant sa campagne contre nous. Elle avait utilisé des équipements de surveillance illégaux, intercepté nos communications, et avait traversé des lignes d'État pour le harcèlement, tous des crimes fédéraux sérieux. Le FBI s'est impliqué dans le cas, et Janie et Sandra ont été arrêtées dans une opération coordonnée. Pendant la perquisition de l'appartement temporaire de Janie, les autorités ont trouvé des preuves encore plus perturbantes. Elle avait des murs entiers couverts de nos photos, des cartes de nos routes quotidiennes, et des horaires détaillés de nos emplois du temps. Il y avait aussi des plans écrits à la main décrivant diverses façons de ruiner ma réputation professionnelle et de détruire notre mariage. L'appartement ressemblait au repère d'une personne véritablement instable et dangereuse. Le plus choquant était de découvrir que Janie avait planifié une escalade dramatique de ses actions. Rivera a trouvé des preuves qu'elle considérait planter des drogues illégales dans mon sac au travail pour me faire arrêter, et avait aussi des ébauches d'un plan pour falsifier des preuves que j'avais une liaison extra-conjugale pour détruire mon mariage avec John. Sandra, quand confrontée aux preuves, s'est rapidement retournée contre Janie en échange d'une sentence plus légère. Elle a révélé que Janie était devenue de plus en plus obsessionnelle et violente dans ses fantasmes de vengeance, et que Sandra avait commencé à avoir peur pour sa propre sécurité. Sandra a admis qu'elle avait aidé Janie parce qu'elle pensait initialement que ce serait juste des blagues inoffensives, mais qu'elle avait rapidement réalisé que Janie avait de sérieux problèmes mentaux. Le procès a été un processus cathartique pour nous tous. Voir Janie finalement être tenue responsable de ses actions et entendre le juge décrire son comportement comme extrêmement perturbant et potentiellement dangereux nous a donné un sentiment de validation et de justice. Janie a été condamnée à 3 ans de prison pour harcèlement, surveillance illégale et violation d'ordonnances restrictives. Sandra a reçu 18 mois pour complicité. Emily s'est comportée avec une dignité et un courage impressionnants pendant tout le processus légal. Voir comment elle a affronté sa propre responsabilité au début de la situation et puis lutter courageusement pour aider à faire répondre Janie de ses crimes nous a montré une maturité que nous n'attendions pas. Son expérience avec Janie lui avait enseigné des leçons précieuses sur la manipulation et sur l'importance de questionner les informations avant d'agir basées sur elles. Après le procès, Emily a pris des mesures concrètes pour réparer les dommages qu'elle avait causés.
Elle a écrit des lettres personnelles d'excuses à tous les invités de notre mariage, expliquant non seulement comment elle avait été manipulée, mais aussi assumant la responsabilité totale pour ses propres actions. Elle a aussi insisté pour payer pour un renouvellement de vœux intimes pour John et moi, disant qu'elle voulait nous donner la cérémonie belle et paisible que nous méritions. Le renouvellement des vœux était petit mais parfait, seulement la famille proche et quelques amis intimes dans un jardin privé. Émilie a aidé à planifier chaque détail et a fait un discours émouvant pendant la cérémonie, s'excusant publiquement encore une fois et exprimant sa gratitude que nous lui ayons donné une seconde chance. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance quand elle a dit qu'elle avait appris la vraie signification de famille à travers notre patience et pardon. John et Émilie ont réussi à reconstruire graduellement leur relation. Le processus était long et parfois difficile, mais l'expérience traumatisante de gérer Janie ensemble avait créé un nouveau niveau de compréhension entre eux. Émilie a déménagé dans son propre appartement après quelques mois, mais nous visitait maintenant régulièrement pour des dîners familiaux et vacances. Notre relation a évolué vers quelque chose de véritablement chaleureux et respectueux. J'ai finalement réussi à pardonner complètement à Émilie. Voir comment elle a lutté pour faire les bonnes choses après avoir réalisé son erreur, et comment elle nous a soutenus courageusement pendant la bataille légale contre Janie, m'a montré son vrai caractère. Elle avait été une jeune manipulée par une personne experte en jeux mentaux, mais sa réponse à la situation a révélé qu'elle était fondamentalement une bonne personne. L'expérience entière, bien que traumatisante, a fini par renforcer notre mariage de manière inattendue. John et moi avons appris à communiquer encore plus ouvertement sur nos peurs et préoccupations, et avons développé une confiance profonde dans notre capacité à affronter les crises ensemble. L'adversité avait testé notre fondation comme couple et prouvé qu'elle était solide. 2 ans plus tard, quand Janie a été libérée de prison, elle a essayé de contacter John une dernière fois par une lettre. Dans la lettre, elle ne montrait pas de remords véritable, mais continuait plutôt à me blâmer pour avoir détruit sa vie et volé John d'elle. John n'a même pas fini de lire la lettre avant de la remettre aux autorités, qui ont documenté la violation de l'ordonnance restrictive permanente qui avait été imposée. Janie a été arrêtée à nouveau pour violation de l'ordonnance restrictive et a reçu une sentence supplémentaire. Cette fois, le juge a ordonné une évaluation psychiatrique obligatoire et un traitement, reconnaissant qu'elle représentait une menace continue pour la société. Nous avons appris plus tard qu'elle avait été diagnostiquée avec un trouble de personnalité obsessionnelle compulsif sévère et un trouble de persécution délirant. Aujourd'hui, 5 ans après notre mariage tumultueux, John, Émilie et moi formons une famille véritablement unie. Émilie s'est mariée avec un garçon merveilleux qu'elle a rencontré à l'université, et ils ont une petite fille qui m'appelle affectueusement grand-mère. Voir Émilie comme mère m'a montré comment elle a grandi et mûri à travers notre expérience partagée. Notre expérience avec Janie nous a enseigné des leçons précieuses sur la confiance, le pardon, et l'importance d'affronter les adversités ensemble comme famille. Bien que je ne souhaiterais jamais revivre cette période terrible de nos vies, je ne peux pas nier qu'elle nous a rapprochés et nous a rendus plus forts. Parfois, les pires expériences finissent par révéler le meilleur des gens et renforcer les liens qui comptent vraiment.